Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Le statut de la raison dans l'histoire de la philosophie. La raison est une exigence. Le- Premièrement, le discernement. La raison produit une discrimination au sens grec de la critique, critiquine. Il s'agit donc d'une faculté de discernement entre le vrai et le faux, le moral et l'immoral, le juste et l'injuste, etc. Contrairement à la superstition, à la croyance ou à la rhétorique, la raison bâtit un ordre logique et développe ses conclusions méthodiquement. C'est ainsi que le début de la philosophie il convient de distinguer le sophiste du philosophe. On appelle sophiste des individus qui, en Grèce antique, faisaient commerce de leur capacité rhétorique lors des procès ou lors des prises de parole publiques. Le sophiste se présente comme celui qui peut parler de tout. Son outil est le langage et sa stylistique. Son objectif est la persuasion. Or, c'est contre la sophistique que la philosophie se construit dans un premier temps, car une science, quelle que soit, doit d'abord d'être démonstrative. Pour Aristote, ce qui ne relève pas de la démonstration appartient au domaine de l'opinion. Deuxièmement, la raison en acte. Aristote, dans la métaphysique, distingue trois grands prérequis pour qu'une pensée soit rationnelle. Ne pas se contredire, principe de non-contradiction. Deuxièmement, ne pas nier l'existence d'une chose qui est principe d'identité. Troisièmement, il n'y a pas de milieu entre le vrai et le faux, principe de tiers exclu. La démonstration montre donc la raison en acte. Elle vise l'adhésion rationnelle de l'interlocuteur et non sa simple persuasion. Pour construire un raisonnement, il faut suivre une méthode, suivre une figure logique. À l'exemple de syllogisme, pour qu'un syllogisme soit vrai ou scientifique, il faut donc que la conclusion soit soutenue dans la première proposition, la majeure, et que la seconde proposition, la mineure, mettre en avant la conclusion. Exemple, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ce qui est acceptable pour la raison est donc ce qui ne contredit ni la logique ni les indices concordants dont nous disposons dans notre raisonnement. Une démonstration philosophique est une déduction qui vise à prouver le caractère vrai d'une conclusion. Elle s'appuie sur des prémices reconnues ou considérées comme vraies, mais que la raison doit admettre. Troisièmement, la rationalité scientifique. Dans les sciences, la raison mesure la capacité à juger de la cohérence logique des énoncés ou permet d'établir des lois qui ordonnent la nature. La rationalité scientifique repose sur des principes établis notamment par Gaston Bachelard. Économie des explications, opposition à toute forme de l'opinion, ne pas faire appel à des principes hétérogènes au champ de recherche, protocole expérimental strictement respecté. La rationalité scientifique définit en grande partie le rationalisme de Descartes ou le rationalisme critique de Kant. Il s'agit de s'attacher à la méthode et à la rigueur des principes. Comment conduire la raison? On conduit la raison par la méthode. Le rationalisme repose sur des règles certaines pour conduire la raison, afin qu'elle mène à la recherche et à l'exposition de la vérité. Descartes en énonce quatre dans le discours de la méthode. Ne jamais recevoir aucune chose pour vraie sans la connaître, être telle.
diviser chacune des difficultés que l'on examine en différentes étapes. Troisièmement, conduire par ordre ses pensées en commençant par les objets les plus simples jusqu'à la connaissance de plus composés. Quatrièmement, faire en toute chose de nombreux entiers et des revues générales pour ne rien laisser de côté. Euh, Deuxièmement, construire une connaissance rationnelle. Cependant, lorsque la raison construit une connaissance, elle doit choisir entre deux procédures, déduction ou bien induction. Une déduction repose sur des principes et des axiomes admis dont la raison tire les conclusions et qu'elle peut éventuellement appliquer à un cas d'étude précis. La déduction suppose alors un lien logique entre les propositions et on établit la pertinence. Ainsi, Aristote distingue plusieurs types de causalité, fait de syllogisme le modèle de la pensée déductive. Comme une déduction tire ses conclusions de l'analyse des prémices, la déduction est toujours au fond une tautologie. Une induction, par contre, une induction est une généralisation à partir du constat répété d'une simultanéité entre des faits. Selon Hume, David, seule l'induction permet un progrès de la connaissance. Mais en revanche, nous ne pouvons jamais induire ont toute raison. En fait, ce n'est pas parce que des faits ont été correctés dans le passé de multiples fois qu'ils le seront nécessairement dans le futur. L'induction ne permettant d'établir aucune nécessité, mais étant dans le même temps la source de nos connaissances. Il faut admettre que la raison ne peut rien connaître avec de certitude. L'induction, selon Hume, conduit donc au scepticisme. Par contre, Kant va produire une tentative de synthèse entre le rationalisme étroit qui ne fait dériver nos connaissances que de la raison est un empirisme qui renvoie la raison au scepticisme. Son criticisme pose en effet que si toute connaissance débute avec l'expérience, elle n'en dérive pas entièrement. Fonder la morale, la raison n'est pas qu'au service de logos, de la formation de la parole juste et du jugement, elle est aussi au service de l'éthos, du comportement raisonnable et de la conduite des actions morales. Est-il possible de fonder son action sur une raison devenue pratique, d'après un principe d'action aussi universel et nécessaire que peut l'être un raisonnement? D'après Kant, un tel usage de la raison est non seulement possible, mais est aussi sa finalité. Que dois-je faire étant l'une des trois grandes questions de la philosophie d'après lui. Il répond par la formulation d'un impératif qui s'applique sans considération des circonstances particulières de l'action et que pour cette raison même est dit catégorique. Mais cette morale rigoriste est critiquée par les élitaristes qui proposaient de fonder la morale sur les conséquences de l'action. C'est donc l'observation du résultat de l'action que nous permettrait de nous décider si la raison est encore analytique, elle n'est plus ni universelle ni prescriptive. Max Weber, sociologue, considère que la société doit pouvoir jouer sur ces deux éthiques sans trancher définitivement entre une éthique de la responsabilité qui repose sur des principes rationnels et une éthique conscientialiste reposant sur des conséquences raisonnables. Une éthique peut être revendiquée et trouver néanmoins sa limite en prenant en compte l'autre éthique. Cette complémentarité des éthiques est la force authentique de l'homme qui entend agir pour le bien de tout, à l'image de l'homme au-delà, femme politique.
Mais y a-t-il des limites de la raison? Des limites de la raison. La raison peut-elle tout expliquer? Produire une démonstration qui mène au vrai se pose déjà des parties de base fermes. Pour cela, on assigne au doute une place prépondérante. C'est que tous empiriques s'examinent la question de la garantie de démonstration, le fameux prouve ta prouve, vient ainsi montrer l'absurdité qu'il y aurait à voir tout démontrer. La raison doit donc admettre et accepter une part de tout, voire de foi en ses méthodes, ses actions ou ses évidences. Il n'y a pas certain que le raisonnement soit un mode adapté pour saisir tous les objets de pensée. Ainsi, la raison ne saisit ces objets que dans la limite de la finitude humaine. Comment pourrait-elle s'approprier l'infini? Pascal rappelle que l'homme pris dans l'infini de la création se penche sur l'abîme en lui. Pris entre ces deux infinis, la raison n'a pas le moyen de se prévaloir d'une quelconque arrogance face à Dieu qui peut seul rassembler toutes les perspectives. De là, le privilège que Pascal accorde à l'ordre du cœur sur celui de la raison. Sartre pointe une autre limite de la raison lorsque son objet est l'existence humaine. La raison permettant de fixer un processus semble impérante pour prévoir et concevoir une existence ontologiquement libre. La raison établit un déterminisme dans le cadre du lien de causalité sur lequel repose ce jugement. Elle ne peut donc guider le cours d'une existence qui est un engagement ouvert sur le possible. Maintenant, le rationnel est-il réel? Depuis l'Antiquité grecque, les scientifiques et les philosophes considéraient que le réel est rationnel. Le rationnel ne peut être qu'un avant l'être, un monde d'avant, un chaos auquel succéda l'ordre et la cohérence. Pourtant, le pythagoricien furait l'expérience de nombres irrationnels, ce qui fut perçu comme une inadmissible contradiction de la raison avant que les mathématiciens ultérieurs rendaient compte de cette possibilité. Depuis, le rationnel est souvent conçu comme un moment provisoire du processus rationnel, un moment qui sera dessous par un progrès attendu de la pensée. Le psychanalyse est ainsi une tentative pour rendre raison des déterminismes inconscients qui peuvent submerger la conscience. Il s'agit donc de saisir les processus inconscients en faisant d'émerger une autre rationalité concernant la pathologie psychique ou du comportement que la conscience ne contrôle pas, mais qui répondent toujours à des causes seraient-elles inconscientes. Pourtant, l'extension de la raison connaît une limite, selon Kant. La raison, capacité humaine, finit, échoue devant l'immensité infinie de Dieu. Elle est pour elle l'absolu rationnel. La foi n'est pas alors un choix, mais l'évidence de la limite de notre rationalité. Je crois, car c'est absurde. Autrement dit, la foi n'a pas besoin de preuves rationnelles. Elle ouvre la possibilité de faire sens sans la raison. Voilà notre intervention concernant la raison, le statut de la raison dans l'histoire de la philosophie et la science est terminée. Au revoir. Merci de votre attention.